Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette émission, un homme, un concept, où comme je ne cesserai de le dire, nous analysons froidement quelques questions majeures liées au développement de notre pays, des questions également liées à l'actualité dominante ici en République démocratique du Congo. Et ce soir, j'aurai le plaisir de recevoir pour vous quelqu'un qui a défrayé la chronique, qui a fait parler de lui, mais qu'on a entendu, qu'on l'a pas entendu également s'exprimer au cours d'une émission. Et j'ai le plaisir de recevoir pour vous, dans le cadre de cette émission, Lambert Mendo Balaga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Député national, candidat malheureux à l'élection du gouverneur de Sankuru. C'est une page tournée pour moi. Ma famille politique m'a désigné à la tête d'un ticket à l'élection de cette province du Sankuru, où nous avions une majorité plus que confortable, des députés provinciaux de notre famille politique inconséquents et peu loyaux en ont décidé autrement. Je suis revenu à ma première fonction de député national puisqu'ils ont donné leur préférence à un autre parti qui n'a aucun député provincial. Ce sont des choses qui arrivent. Quelques semaines après, vous avez quand même du mal à digérer cette trahison de la part de vos pères, de vos frères. Non, je l'avais dit dès le jour même de l'élection. Il ne m'appartient pas de digérer une déconvenue qui est celle de toute une famille politique, puisque je ne suis pas la famille politique, je ne suis qu'un membre. Et donc il appartient, comme je l'ai dit, au Front commun pour le Congo de gérer cette déconvenue. Il appartient à l'autorité morale de notre famille politique de tirer les conclusions de cette trahison, pas à moi. Ce n'est donc pas un échec personnel de Mende? Pas du tout, parce que ça aurait été un échec personnel si ça avait été une élection au suffrage universel direct, les populations du Sankuru face à un leader. J'ai eu l'occasion d'aller en vacances parlementaires dans la circonscription qui m'a envoyé au Parlement, la circonscription de Lodja, qui est la plus importante du Sankuru, et la marée humaine qui m'a accueilli et qui m'a surpris moi-même a indiqué que cet électorat-là n'était plus dans le même diapason que les députés provinciaux qu'il avait envoyés à Lusambo. Et cela a suffi à mon bonheur. Donc, d'aucuns disent que c'est un revers personnel d'un vieux routier de la politique. Vous ne partagez pas cet avis face à un jeune qu'on découvre à peine? C'est rien de tel. Non, c'est plutôt la manifestation de la corruption du jeu politique en République démocratique du Congo. Il n'est pas possible de parler de revers personnel lorsque quelqu'un n'a aucun député provincial dans une assemblée et que cette assemblée le vote. C'est clair que il y a des choses immorales qui se sont passées. On ne peut pas parler de revers personnel. C'est plutôt la famille politique qui a un problème, c'est plutôt le pays qui a un problème, c'est plutôt le système des élections indirectes qui a un problème, et nous devons revisiter ce système-là. J'étais tellement détaché de ce qui s'est passé, tellement dégoûté, que j'ai même renoncé à introduire un recours en dépit de nombreux dysfonctionnements qui ont émaillé cette élection, ce qui a permis au président de la République de signer l'investiture du gouverneur qui doit prendre les choses en main, et nous espérons qu'il fera les choses comme il se doit. Vous comptez travailler avec le nouveau, le jeune? Je n'ai pas travaillé avec un gouverneur. L'aider? Je n'ai pas à l'accompagner puisque je ne partage pas la manière dont il est arrivé là. Je continuerai avec mes projets en faveur de ma circonscription. Ce n'est pas un gouverneur qui donne à un député national la mission qu'il doit accomplir dans ses relations avec ses électeurs. Ce n'est personne d'ailleurs. C'est la Constitution. Donc Moukoumadi ne peut pas compter sur un appui, un soutien d'un autre Sankorois que vous êtes pour le développement de cette province? Je n'approuve pas la manière dont il est arrivé au pouvoir, mais je ne le combattrai pas. Je ferai du développement et j'espère que je ne trouverai personne sur ma route. Des menaces à peine voilées, monsieur le ministre. Non, je dis que j'espère ne trouver personne sur ma route. À quoi faites-vous allusion? Je ne menace personne.
J'ai dit, j'espère que je ne trouverai personne sur ma route. En reparlant quand même de ces élections, on a vu lors du débat de l'échec de l'ancien ministre de l'Intérieur au niveau du Sénat, on a vu sa plateforme ou son parti, voire même votre famille politique, chercher à connaître pourquoi il a échoué. Là, je fais allusion à Évariste Bochab. Ça n'a pas été le cas avec vous. La plupart des membres de votre parti ou plutôt de votre regroupement politique ont accepté votre défaite comme si certains se disent qu'ils n'attendaient que cela. Non, nous avons concédé cette défaite puisque ce n'était pas une question de vie ou de mort pour moi. D'abord, j'y suis allé pour des raisons que je connais, qui sont plus proches de la volonté de notre famille politique que des raisons propres à moi comme individu. Je me suis considéré comme un soldat au front. J'ai pu, par ma participation à cette élection et par les immoralités que cette participation ont révélées, apporter des informations à ma famille politique. C'est à elle de tirer les conséquences, pas à moi, pas au regroupement politique à laquelle j'appartiens et qui, elle, fait partie de cette famille politique. Je pense que les leçons vont être tirées très bientôt et nous les attendons avec patience. Le nouveau gouverneur vient d'être investi par ordonnance du chef de l'État le mercredi dernier. Oui. En attendant, on parle d'une insécurité grandissante dans le Sankoro, surtout à Lodja. Ça craint quand même. Ça devient cyclique, c'est inquiétant. Et dans tout, quand on parle d'insécurité, le doigt de certains sont toujours braqués vers vous comme l'un des acteurs qui instrumentalise cette montée d'insécurité. Vous y dites quelque chose ? Tout d'abord, il est tout à fait irrationnel de présenter l'élu de Lodja comme responsable de l'insécurité à Lodja. Ces gens ne m'ont rien fait de mal pour que je puisse leur en vouloir au point d'aller s'aimer l'insécurité chez eux. Ils m'ont donné des voix pour qu'en 2006, je sois député national. Ils ont réitéré en 2011, je suis sorti député national. Ils ont réitéré en 2018 en me donnant 2 sièges sur 5. Pourquoi voulez-vous que je leur en veuille au point d'aller s'aimer l'insécurité dans ce terroir qui m'a vu naître? Vous voulez rester seul maître à bord à Lodja, pas d'autres voix ne peuvent pas se lever? On ne peut pas être seul maître dans une circonscription à 5 sièges lorsqu'on n'a que 2. Personne ne peut prendre tout. Le but de la proportionnelle, c'est de partager justement la maîtrise de l'espace. Mais je suis le premier parmi tous. Et donc, c'est déjà quelque chose d'assez appréciable, que j'apprécie et qui ne peut pas m'amener, logiquement, à créer de l'insécurité. Au contraire, je suis allé remercier ces gens, mais c'est vrai qu'il y a un problème d'insécurité qui est très préoccupant. Il ne s'agit pas de venir chercher la tête sur, plutôt des pouces sur la tête d'un chauve. Il y a des responsables de cette insécurité, ils sont connus. Il y a eu même des tentatives de justice populaire. On a tué même une des personnes présumées auteurs de cette insécurité. J'ai condamné cela parce que il n'y a que l'État qui peut exercer la répression. Je l'ai dit dans un meeting public à Lodja. J'ai visité la tombe de ce pauvre chef qui est la 12e victime de cette insécurité. Je suis probablement parmi les rares élus qui se soient rendus sur les lieux depuis que cette insécurité est annoncée et qui fait campagne pour qu'elle cesse parce que il n'y a pas de développement dans un contexte d'insécurité et moi je souhaite que la circonscription qui m'a envoyé au Parlement puisse se développer. Rien à voir rien à voir dans une guerre entre vous, la CCU et le PPRD par exemple. Ça m'a vraiment étonné. Juste après la mort de ce chef coutumier qu'on présente comme étant proche du CCU, il y a eu décapitation d'un proche du PPRD, des coïncidences quand même assez troublantes. J'ai tellement de respect pour le parti frère qu'est le CCU pour présenter cette personne, Dieu et son âme, qui a été présenté d'abord comme l'assassin du chef coutumier et l'assassin de 11 autres personnes avant le chef coutumier comme un membre du PPRD. Je ne le crois pas. Je suis suffisamment informé, madame, pour démentir cette information. Je viens de là. Cette personne n'est pas membre du PPRD.
C'est un mensonge cousu de fil blanc. C'est une personne qui est réputée bandit de grand chemin. Et à ce que je sache, même si je ne suis pas du PPRD, je connais honorablement le PPRD pour imaginer que le PPRD ne va pas recruter dans ses rangs des bandits de grand chemin comme cette personne qui a été victime de cette vengeance que j'ai condamnée par ailleurs. Mais comment mettre un terme à cette insécurité récurrente dans cette partie du pays? C'est un peu chaque semaine qu'on entend que 140 maisons ont été incendiées, 10 ont été brûlées. C'est le quotidien des habitants de ce coin du pays quand même. J'ai lu ce rapport de la MONUSCO. Il m'a plus ou moins chagriné parce que j'ai fait le déplacement sur place. La MONUSCO n'y est pas allée. Moi, j'ai compté 182 maisons. Et je compte saisir le ministre de la Solidarité et des Affaires humanitaires pour aider ces pauvres gens à reconstruire ce village de Lemba où vivait ce chef coutumier qui est même le frère du président territorial de la CCU. C'est vous dire à quel point j'étais proche de ce jeune chef qui a été assassiné là-bas. Il faut les aider et je ne sais pas où ils sont allés ramasser le chiffre de 140. Il y a eu 182 maisons et c'est extrêmement préoccupant, extrêmement pénible pour moi, un élu, d'arriver dans un village complètement incendié de bout en bout, de maison, de la première maison jusqu'à la dernière, lorsque je suis allé déposer ma gerbe de fleurs pour honorer ce défunt chef qui est mort malheureusement le 29 juillet, je crois. Et donc, je pense que la seule façon de mettre fin à cela, c'est de faire jouer aux technostructures de l'État leur rôle. Je ne pense pas qu'elles jouent correctement leur rôle. J'entends présenter un rapport à l'Assemblée nationale et saisir aussi le président de la République qui a la responsabilité première de la sécurité dans notre pays pour qu'il puisse envisager des mesures qui permettent de sécuriser l'ensemble des populations et d'éviter que des gens qui pourraient se sentir victimes de bandes qui jouissent de l'impunité croient qu'ils sont permis, eux, d'exercer le devoir de punir qui ne revient qu'à l'État. Et ce qui est une chose dommageable pour un État de droit. Il n'y a que l'État qui doit punir et il faut éviter que l'État puisse se donner comme ça l'image d'une structure qui ne joue pas son rôle, de sorte que le tout venant se croit permis de pouvoir jouer un rôle qui revient normalement à l'État. Et donc j'attirerai l'attention des plus hautes autorités de la République, le chef de l'État notamment, le gouvernement qui va arriver sur cette situation très préoccupante. Parlons justement de ce gouvernement. L'attente est encore longue, 7 mois après. Devons-nous nous inquiéter, même si on annonce les consultations ça et là, on se dit mais il faut peut-être qu'on attende la fin du mois d'août, peut-être le mois de septembre pour voir enfin ce premier gouvernement de l'alternance. Je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter outre mesure. J'ai été aligné hier sur parmi les délégués que le Front commun pour le Congo a constitué pour aller rencontrer le Premier ministre, le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba, aux côtés de nos frères de la coalition Cash, et nous avons tous entendu le Premier ministre annoncer pour mardi la remise de sa première mouture, mardi prochain, de sa première mouture à Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et je pense que dans la semaine qui vient, pour autant que le Président de la République n'y verra pas d'inconvénient, le pays aura enfin un gouvernement. On a vu pire, Hein, en Belgique, par exemple, on a eu toute une année sans gouvernement. On ne peut pas se comparer avec la Belgique. Pourquoi les gens ont tendance à se faire... Il y a une bonne administration en Belgique. Je ne pense pas, madame. Je ne pense pas. Vous parlez un Belgicain. J'ai fait toutes mes études universitaires en Belgique. Et je ne pense pas que c'est des choses dont on peut dire qu'il y a une bonne administration. Il y a des infrastructures quand même. Ce ne sont pas les infrastructures qui gèrent. C'est une question de responsabilité. Les infrastructures ne sont responsables de rien.
L'administration est une grande muette qui ne peut pas assumer les responsabilités d'un gouvernement. La Belgique a fait plus d'1 an sans gouvernement, ce n'était pas normal. Je pense que dans un pays comme le nôtre, qui passe d'une législature à une autre, qui passe par une période de transition aussi délicate que celle que nous connaissons, nous venons de connaître une sorte de tsunami avec le passage de flambeau civilisé entre un président entrant qui appartient à une famille politique et un président sortant qui appartient à une autre famille politique, mais qui a conservé la majorité dans les chambres parlementaires. Dans un pays africain, post-conflit, je ne pense pas qu'il y a quoi que ce soit de comparable ailleurs. 7 mois, je pense que c'est une réussite pour le président Tshisekedi s'il arrivait, après 7 mois, à donner à ce pays un gouvernement. Vous vous voyez dans ce prochain gouvernement? Ce n'est pas à moi d'en décider. Je suis d'une famille politique qui s'appelle le Front commun pour le Congo. Il y a 2 familles politiques qui sont chargées de gérer cette question. C'est le président Kabila, autorité morale du Front commun pour le Congo, qui va trier les personnalités en fonction, je pense, d'un canevas que le Premier ministre a rendu public hier. Il y a 10 conditions. Et le président de la République qui va décider, in fine, de signer les propositions qui viendront du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. On verra bien ce qui va se présenter. Mais vous ne refuserez pas quand même, au regard de tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas refusé d'aller au Sankourou où je savais qu'il y avait des problèmes de discipline au sein de notre famille politique. Pourquoi refuserais-je de travailler dans un contexte que je connais mieux, avec une assemblée nationale à laquelle j'appartiens et en laquelle j'ai plutôt tendance à faire plus confiance. Ce contexte qui n'a cessé de vous charger, qui n'a cessé de vous pointer de doigt comme étant l'un des artisans des maux qui rongent la République démocratique du Congo, accepteriez-vous cela? Ce n'est pas un contexte qui décrit des gens, madame, ce sont des personnes dans le contexte. Le contexte n'a pas d'âme. Il y a dans le contexte différentes personnalités, différents intérêts. Je peux vous citer des intérêts ou des personnes qui trouvent que j'ai été l'un des meilleurs ministres de la communication de ce pays. Il y a des contextes en Afrique, des gens qui trouvent que j'ai été un excellent ministre de la communication sur le plan africain, et puis il y a d'autres qui sont contre cela. Nous sommes en démocratie, pourquoi voulez-vous que je puisse me formaliser de cela? Peut-être pour laisser la place aux jeunes, vous en avez dans la CCU, vous avez des jeunes à propulser, vous pouvez dire oui merci, mais prenez-tel pour qu'ils puissent assurer la continuité de l'œuvre que j'ai entamée. Mais il n'y a pas qu'au gouvernement qu'on peut assurer la poursuite d'une œuvre. Partout, on assure la continuité d'une œuvre. Il y a des parlementaires très jeunes dans ma formation politique, il y a au Sénat des sénateurs très jeunes dans ma formation politique, peut-être même au gouvernement, il y aura un délégué jeune, peut-être que ce sera moi qui ne suis plus tout à fait jeune, qui ne suis pas le plus vieux de l'Assemblée nationale quand même. Il y a des personnalités qui ont 80 ans à l'Assemblée nationale, il y en a qui ont 70 ans. Mais c'est ça que les Congolais ne veulent plus, ils disent mais à 65 ans dans une administration publique on prend sa retraite, prenez votre retraite aussi. On n'est pas dans une administration publique lorsqu'on est ministre. On n'est pas dans une administration publique, on est en politique. Ce n'est pas l'administration publique. Donc vous rejetez toutes ces affirmations de ces jeunes-là qui disent « Écoutez, les vieux ne nous laissent pas la place ». Non, je pense que l'une des conditions du professeur Ilunga Ilunkamba, c'est de doser parmi les générations. Je pense que il y a un dosage qui est important et qui est nécessaire. Donc, c'est avec ce petit jeu-là des jeunes, pas jeunes, etc. C'est eux, ils ont le droit, ils sont là. On se sert d'eux quand ils vont revendiquer des choses, mais une fois qu'on atteint le but... On est toujours jeune par rapport à un autre. Même dans cette Assemblée nationale, je suis plus jeune que d'autres, je suis plus vieux que d'autres, et il n'y a qu'un seul qui est plus jeune que tous, et c'est la personne que nous avions choisie comme... membre du bureau provisoire, et nous ne l'avons même pas confirmé.
Donc, il faut éviter ce petit jeu-là. Ça, c'est des petits Ah, jeux. mais est-ce que vous dites ça à vos jeunes qui sont dans la CCU, par exemple, arrêtez de nous dire... Est-ce qu'il y a une protestation au sein de la CCU? Première nouvelle, je ne suis pas informé. Au niveau du FCC, il y en a quand même eu des jeunes qui se sont déjà pas retrouvés et qui n'ont pas déjà été élus, pas massivement. Mais écoutez, et puis, qui ne se retrouvent pas, mais est-ce que l'élection relève, de ne pas se retrouver mais est-ce que l'élection relève du FCC? Donc apparemment, c'est des gens qui nagent tout à fait à côté de la plaque. L'élection relève du peuple, madame. Si le peuple décide de choisir quelqu'un de 90 ans, c'est le peuple qui choisit. On ne peut pas en même temps se dire démocrate et venir dire le peuple doit me voter moi parce que j'ai tel âge. Ça n'a aucun sens. C'est le peuple qui choisit. Ce n'est pas en fonction de l'âge. C'est en fonction du service que vous avez à rendre ou que vous pouvez rendre ou que les électeurs estiment que vous pouvez rendre à la population. Il en est de même dans un gouvernement. On choisit celui qui peut faire mieux. Donc la question de l'âge ne se pose pas. On n'est pas dans un concert de musiciens où on joue au jeu de la chaise musicale. On est dans le service de la population où on choisit celui qui peut rendre le service le mieux indiqué pour la population. C'est à se demander, après 20 ans passés dans différents gouvernements, qu'est-ce que Méndé peut donner encore de plus qu'il n'a pas pu faire avant? Je n'ai pas passé 20 ans dans un gouvernement. Non, presque, on peut dire. J'ai passé 12 ans. Vous avez été 12 ans, vous avez été ministre de... Il faut avoir le sens de la mesure. 12 ans, c'est pas 20 ans. Prie. Et l'expérience est importante. C'est une des conditions même que le professeur Ilunga Ilunkamba a mis pour sa sélection des ministres. L'expérience est importante. Le 109 est important, mais sans expérience, je ne sais pas ce qu'on ferait. Donc, tout doit être pris en compte. Et ça, c'est des arguments de quelqu'un qui n'en a pas. Parler de, on a fait 20 ans, on a fait 10 ans, etc. Quand même, 12 ans, c'est quoi? 12 ans, c'est quoi dans la vie? Pu le faire et moi, je n'ai rien fait dans ce pays, vous croyez? Je n'ai rien fait pour ce pays. Mais n'est-ce pas suffisant? Vous le croyez? En termes de sensibilisation de la population à ce que nous appelons cette guerre que l'on nous fait. Vous croyez que je n'ai rien fait? Je reçois toujours, tous ces jours, des messages de félicitations de la part de gens qui trouvent que j'ai fait ma part et que le pays a toujours besoin de moi, pas peut-être au même poste, mais je crois qu'on a fait ce qu'il fallait dans les postes qui m'ont été confiés. J'ai déjà été ministre des Transports, j'ai déjà été ministre des Hydrocarbures, j'ai déjà été ministre de la Communication. Ça vous donne une expérience. Et donc, ne me donnez pas l'impression d'être en train d'argumenter pour rester au gouvernement ou pour ne pas rester au gouvernement. Je ne suis pas dans cette posture-là. Je vous ai dit simplement que je suis un membre discipliné du Front commun pour le Congo, donc évitez de m'entraîner dans une campagne, parce qu'on n'est pas en campagne électorale ici. Ici, on est dans la formation du gouvernement. Et je ne pense pas être obligé de vous répondre lorsque vous me posez des questions sur mes capacités à moi d'être dans un gouvernement ou non. On parle d'un homme politique, posez la question. Une ambition, non, posez... L'ambition, elle existe toujours. Excusez-moi, la question doit être posée à 3 personnes. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, le président Joseph Kabila Kabange et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais vous-même, en tant que personnalité politique, mais moi, comme vous personne, avez des ambitions mais aussi, comme donc, personne, dans voilà la mesure où je parle. suis en bonne santé, si on m'appelle pour y aller, j'irai. Si on ne m'appelle pas, ce n'est pas une question de vie ou de mort. Mais ne m'amenez pas dans une campagne électorale qui n'en est pas. Non, le fait d'entrer au gouvernement ne procède pas d'une campagne électorale. Ce n'est pas ce à qui on s'adresse. Juste aux téléspectateurs, c'est pas ce qu'on est en train de faire quand même. On est juste en train de poser des questions et à une personnalité politique qui a des ambitions, qui a des envies. Je suis en bonne santé. Je suis au Parlement. Ça suffit à mon bonheur. Si on me demande de faire autre chose, je le ferai. On peut me demander d'être ambassadeur, je serai ambassadeur. On peut me demander d'être PDG d'une entreprise, je le serai. On peut me demander d'être ministre, je le serai. Mais je vous sens là. Excusez-moi. Je vous sens là focalisé sur le gouvernement et je trouve que c'est... Excusez-moi, que je termine ma réflexion. Je vous sens là focalisé sur le gouvernement. C'est malsain. Toute fonction à laquelle on m'appellera, je suis prêt à rendre service. C'est ce que j'ai voulu vous dire. Même rentrer au ministère de Communication et Médias, là où vous avez dit que certains estimaient que vous avez excellé, ça vous tenterait, non? On ne me l'a pas demandé, je ne répondrai pas à cette question. Lorsque la question sera posée, j'y répondrai. Mais je vous dis que je suis suffisamment alerte pour pouvoir répondre à tout appel que ces 3 personnalités dont je viens de vous parler pourraient penser à m'adresser.
Voilà ce que j'ai dit. On va très bientôt terminer, mais parlons rapidement de votre famille politique, le FCC. On l'a senti un peu fissuré ces derniers temps, notamment avec votre chèque, avec l'échec par exemple d'Evariste Bochab, avec le départ de Bahati. On se dit, mais est-ce que le FCC va résister au fil du temps? C'est la vie d'une association politique. Elle est faite de hauts et de bas. Nous avons connu des hauts, nous avons connu des bas, mais je pense que les hauts sont beaucoup plus nombreux que les bas. Et ça suffit réellement à notre bonheur. Ce n'est pas parce que j'ai eu une défaite à Lusambo, à l'élection de gouverneur, ce n'est pas parce que le professeur Evariste Bochab n'a pas été élu premier vice-président d'une assemblée à la chambre haute du Parlement, où par ailleurs nous contrôlons 3/4 des postes de direction. Ce n'est pas parce que le professeur Bahati a quitté notre famille politique que nous sommes en train de nous désintégrer, loin de là. Mais vous dire qu'il existe en ce bas monde, en ce pays, une famille politique qui ne peut que voler de succès en succès, ce serait mentir. Dans la mesure où nous avons connu plus de succès que des échecs, je pense que nous sommes une famille politique qui a des raisons d'être heureuse. Et nous le sommes. Par rapport à la coalition FCC Cash, que d'aucuns présentent comme une coalition contre nature. Non, comment? Il faut mal connaître le Cash, il faut mal connaître le FCC pour prétendre que cette coalition est contre nature. Qui est-ce qui pilote le Cash? C'est l'UDPS, Parti social-démocrate. Qu'est-ce qui pilote le FCC? Le PPRD, Parti social-démocrate. Où est le caractère contre... Excusez-moi. Où est le caractère contre nature? Nous avons là deux partis sociaux-démocrates qui convergent pour l'intérêt d'un pays. Qui se sont fait la guerre avant, en fait, quand je dis la guerre en opposition. Mais puisque nous faisons la guerre même au sein du FCC, vous avez dit vous-même, c'est des choses qui peuvent arriver en démocratie. Mais idéologiquement, nous poursuivons le même objectif, la social-démocratie. Je ne vois pas de contre-nature là-dedans. Donc c'est vous qui devez revoir vos classiques. On ne revoit pas les classiques, on analyse avec vous. Oui, mais bien sûr. Donc il n'y a rien de contre-naturel. Quand le président Tshisekedi parle de déboulonner le système de ses anciens, je pense qu'il est déjà revenu de ça, parce que sinon, il n'aurait pas accepté de faire une coalition, et pas même une cohabitation, avec son frère Joseph Kabila. Donc il avait parlé un peu rapidement, alors le président, il aurait dû... Je vous le laisse dire, ce n'est pas moi qui le dis. Je ne l'ai pas entendu parler de ça, ça a été rapporté à partir des États-Unis, et vous savez tout le bien que ces gens-là nous veulent, vous savez tout le bien que les Occidentaux nous veulent. Je suis même en train d'écrire, moi, une thèse sur nos relations avec les Occidentaux. Faisons très attention à ces nouvelles qui nous viennent d'outre-Atlantique ou d'outre-Méditerranée. Vous continuerez avec votre campagne anti-impérialiste? Oh que si, jusqu'à la tombe, parce que je suis un lumumbiste dans l'âme. J'ai pu comprendre comment Patrice Lumumba est mort. J'ai pu comprendre l'actualité du combat de Lumumba, et rien jusqu'à présent n'est intervenu dans la vie de notre nation qui me pousse à revoir ces fondamentaux de nos relations avec ces impérialistes qui prétendent régenter le monde, et même un monde qui n'est pas à eux, qui prétendent que nous leur appartenons. Vous craignez un peu ce rapprochement entre l'actuel président et ses occidentaux, ces impérialistes? Je ne sais pas s'il y a un rapprochement. Le président est au service de la nation congolaise. Sinon, il n'aurait pas tendu la main à la majorité parlementaire constituée par le FCC. C'est vous dire qu'il a gardé une marge de manœuvre suffisante pour que, en dépit des conseils en sens contraire, il ait décidé, contre vents et marées, de constituer une coalition avec le Front commun pour le Congo. Chapeau bas. Deux dernières questions avant de terminer. Par rapport au diamant, où est-ce qu'on en est? L'histoire du diamant, ça a été retrouvé, restitué. C'est du passé également comme des élections? Ce n'était pas un diamant, c'était un cristal. Il est entre les mains de l'administration du service des mines qui s'occupe de l'évaluation des matières précieuses comme pièce à conviction, puisque des infractions ont été commises à mon détriment, à l'occasion de cette malheureuse affaire, qui passe maintenant, je pense que la procédure a été fixée devant la haute cour militaire, parce qu'un général était concerné, un colonel, plusieurs officiers, etc. Et les choses vont leur bon train. En fin de compte,
le centre d'évaluation et d'expertise s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'un diamant. Nous avons reçu un papier et même si ça avait été un diamant, ça aurait été le diamant de ces creuseurs-là et le diamant de personne, comme on a voulu le faire croire, que ça appartenait à la République. Non, il y a une libéralisation de l'activité minière et le secours que j'ai apporté à mes électeurs pour vendre leurs biens n'était pas en marge de la loi, sinon c'est moi qui répondrais devant la justice. Or, au contraire, ce sont des gens qui ont prétendu criminaliser cette activité, qui sont maintenant en train de répondre devant la justice, moi étant considéré comme plaignant, et ces pauvres garçons que l'on a voulu criminaliser sont aussi partie civile à cette affaire. Cette dernière question, il s'agit de cette image où on vous voit en train de descendre de l'avion, marchant sur le dos d'un ressortissant de l'Odja. C'était quoi? Oui, j'étais un peu surpris parce que loin de nos coutumes, je ne savais pas que c'était une coutume assez répandue chez nous de prise de possession d'un espace culturel. J'ai vu ce monsieur qui s'est couché au pied de l'échelle de coupée de l'avion qui m'a amené à l'Odja. Et je me suis demandé, mon Dieu, est-ce qu'il faut que je marche sur ce corps-là? Vous n'avez pas pris un plaisir à marcher sur... Je n'ai pas marché sur lui. Parce que j'ai demandé au service du protocole qui était là, j'ai dit, mais avec mes 105 kilos, mais je vais le broyer. Et on m'a dit, honorable, c'est la coutume, vous devez prendre possession de votre leadership ici, il faut marcher sur lui. Et j'ai simplement glissé un peu ma chaussure sur son dos. Bon, j'ai satisfait à la coutume, sans faire mal à ce jeune compatriote qui s'est offert pour rendre plus de vivacité à cette vieille coutume qui date de nos arrière-grands-parents. Il ne faut pas briser les vieux tabous. Et donc tout le monde est content, moi aussi, qui ne voulais faire du mal à personne, parce que sincèrement, avec mes 105 kilos, je lui aurais broyé les côtes. En tout cas, vous n'avez rien brisé, parce que vous êtes resté fidèle à vous-même. L'homme au verbe facile, comme certains vous surnomment. Comme Papa Wemba, mon frère, m'a surnommé. Paix à son âme, paix à son âme. Le verbe est fait pour être utilisé. Il faut expliquer les choses aux gens, surtout dans un pays où courent pas mal de légendes fausses, avec, vous savez, l'Internet et tout ça. Bien expliquer les choses est une obligation pour les hommes d'État. Si j'ai le verbe facile pour expliquer les choses, je remercie le Seigneur de m'avoir accordé cette faveur, parce que c'en est une. Merci d'avoir resté égal à vous-même. C'est moi. Merci aux téléspectateurs. Vous étiez nombreux à nous suivre. Appelez-nous, écrivez-nous pour vos suggestions. On sera toujours là pour vous. Vous suivrez cette émission en rediffusion déjà ce lundi à 11h. Mais également, abonnez-vous sur notre page YouTube pour suivre quand vous voulez cette émission. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes. Et on se donne rendez-vous très prochainement dans un autre numéro, mais toujours dans le cadre de votre émission Un homme, un concept. Bonsoir chez vous.